Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 28 minutes, la meilleure façon de débuter votre soirée d'été. Alors eux, ils se sont fait beaux pour l'occasion, mais il n'y avait pas trop de travail, soyons honnêtes. Bonsoir à vous, chers amis autour de la table. Et l'actualité, c'est la guerre en Ukraine et ce possible tournant dans le conflit après l'annonce du président ukrainien concernant la reprise de pourparlers de paix avec la Russie. Personne n'a besoin de cette guerre, sauf la Russie. J'ai discuté avec le secrétaire du Conseil national de la sécurité, Roustem Umerov, de la préparation d'un échange et d'une nouvelle réunion en Turquie avec la partie russe. Il a indiqué que la réunion se tiendrait mercredi. Alors, est-ce un coup de poker de la part du président ukrainien alors que les précédentes négociations avec Moscou n'ont rien donné ou un second souffle, 3 ans après le début du conflit, Poutine est-il prêt à céder du terrain pour éviter un nouveau train de sanctions de la part des Occidentaux? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons les atouts fraîcheurs, on va dire ça comme ça, de cette émission. Mieux qu'un petit parasol dans les cocktails, à savoir Théophile Cosset et Marjorie Adelson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors au programme ce soir, Théophile. En 2018, la NASA a envoyé une sonde dans l'espace pour prendre en photo notre Soleil. On vient de recevoir les images. Jamais on n'avait photographié le Soleil d'aussi près. Vous allez voir, c'est assez dingue. Prendre des photos du Soleil, je vous raconte comment ça marche. Et vous, Marjorie? On va parler du business florissant des cahiers de vacances, figurez-vous, vacances français. Figurez-vous que même les stars internationales se les arrachent. Je vous raconte ça dans un instant. Eh bien, on vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, nous allons partir au bord de l'eau, quelque part, en Asie centrale, là où l'on arpente les fonds marins à pied, croisant des navires échoués, rêvant d'être de nouveau à flot. On connaît la mer d'Aral, en partie asséchée par les mégalomanies de dirigeants qui ont détruit la nature en pensant la dompter. L'écrivain voyageur Cédric Gras a arpenté les routes de la soif aux sources de la mer d'Aral, sans arriver à étancher son avis d'aventure. Il est notre invité tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Cédric Gras. Bonsoir. Alors vous êtes écrivain, vous publiez Les routes de la soif, voyage aux sources de la mer d'Aral, publié ça chez Stock. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors Cédric Gras, on vous connaît pour vos livres, notamment vous avez raconté des récits de montagne, les alpinistes de Staline, les alpinistes de Mao, vous avez raconté aussi votre expérience en Ukraine. Là, vous êtes parti carrément dans les steppes de l'Asie centrale, c'est un peu loin, non? Vous allez d'habitude, non? Ça vient des montagnes. C'est-à-dire, à force d'avoir un usage un peu récréatif de la montagne, faire du ski, de l'alpinisme, etc., je me suis posé la question de où va toute cette eau? Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu compliqué de prendre la montagne seulement pour un décor de théâtre, de vacances, de sport, d'exploit. Et je me suis intéressé à la destination de cette eau de fonte. Et c'est après être notamment tombé sur un des plus gros glaciers de la planète, qui s'appelle le glacier Fetchenko au Tadjikistan, que j'ai compris qu'en réalité, toute cette eau de fonte, elle s'écoulait sur des milliers de kilomètres jusqu'à ce qu'on appelait la mer d'Aral et qui n'existe plus. Presque plus. Voilà pourquoi vous êtes parti dans les steppes de l'Asie centrale. Alors une chose, Cédric Gras, c'est que vous avez vraiment le profil idéal pour être l'invité de 28 minutes et vous allez voir pourquoi Olivier Boucreux va vous l'expliquer. Mon nom est Cédric Gras. Je suis écrivain et voyageur, passionné par l'ancien territoire de l'URSS, cette Eurasie méconnue que je parcours inlassablement depuis 20 ans. Votre quotidien, explorer ce que l'homme fait au monde. Alors pour savoir ce que le monde nous murmure en retour, Cédric Gras, vous avez le profil idéal. Né à Viroflay dans une famille d'enseignants et de vacances en montagne, vous comprenez tôt que marcher, c'est penser. À peine le bac en poche, vous traversez la Mongolie à pied, explorez Andes, Himalaya, Québec, et entre deux bivouacs, vous tombez amoureux de la Russie, de sa langue, de ses mystères. Je la voyais comme un énième voyage, c'est le seul pays où j'ai eu envie de rester. Alors vous y restez, direction Vladivostok, où vous créez une alliance française dans une ville sans consulat. Votre mission, faire exister une autre France, loin de celle réduite à Louis de Funès et Catherine Deneuve. Plus tard, ce sera Donetsk, puis Odessa, jusqu'à ce que la guerre vous chasse. Alors le Nord Céleste, c'est mon deuxième livre, toujours sur la Russie, la partie orientale de la Russie. L'idée de Nord chez les Russes est une idée qui me va très bien, puisque moi j'ai passé ma vie à aimer les paysages austères, hostiles. Avec Vladivostok, neige et mousson, puis l'hiver aux trousses, vous inventez un genre, la narration géographique. Ni carte IGN, ni guide Lonely Planet, plutôt carnet de route, nourri de poésie, de lecture, de rencontres. Vous êtes de ces auteurs à crampons, lecteurs de Tchekhov, compagnon d'ascension de Sylvain Tesson et héritier de Kessel, pour qui l'écrivain voyageur était 6 mois nomade, 6 mois sédentaire.
Dans les routes de la soif, vous remontez l'Amou Daria, fleuve mythique devenu enjeu géopolitique, détourné par les États pour irriguer leur culture, au risque de l'assécher. Du désert d'Ar al-Khoum au glacier du Pamir, vous croisez ouvriers agricoles et pêcheurs désabusés. Avec ces bateaux, on naviguait à travers la mer d'Aral. C'est incroyable. Et la mer s'étendait jusqu'à l'horizon. Jusqu'à l'horizon, oui. On voyait pas le bout. Vous racontez aussi la soif, la vraie, celle qui déplace les peuples, car irriguer le coton, c'est saigner le fleuve. Vous en soulignez l'ironie. Le coton avait peut-être fait les culottes de Khrouchtchev, il fait aujourd'hui les caleçons de la mondialisation. Voilà, Cédric Gras. Alors, je vous propose, vous avez publié donc les routes de la soif, donc c'est vraiment pour parler de la mer d'Aral, cette mer asséchée hein, presque dans sa totalité. On va regarder une carte juste de la région où se trouve la mer d'Aral. Comment vous pourriez me décrire un petit peu voilà, cette région avec ses affluents? Cette partie de l'Asie centrale est désertique. Au mieux, ce sont des steppes semi-arides. Donc, ces deux fleuves que vous voyez, le Sir Daria et l'Amou Daria, sont un petit peu comme à l'Asie centrale ce que le Nil est à l'Égypte. Sans eux, pas de vie. Et ce, aujourd'hui, comme pour les premières civilisations. Donc, ces deux fleuves, à l'époque, abondaient la mer d'Aral, qui n'est pas une mer, qui est un lac. C'est un système lacustre qu'on appelle endorique en géographie. En gros, ça veut dire que c'est une mer fermée, c'est une cuvette que l'eau de ces fleuves remplissait. Si ces fleuves meurent, si ces fleuves se tarissent, si ces fleuves n'arrivent plus jusqu'à la mer, eh bien la mer s'évapore progressivement. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc moi, j'ai remonté le plus important de ces deux fleuves, l'Amou Daria, qui n'arrive plus du tout jusqu'à la dernière nappe d'eau de la mer d'Aral. C'est-à-dire 100% des eaux du fleuve est consommée avant d'arriver sur ce qui était les rivages de la mer d'Aral. Et dans votre livre, vous dites que c'est le plus grand désastre écologique de l'histoire contemporaine. C'est ce qu'on a dit à l'époque, dans les années 90. On a aussi employé l'expression de Tchernobyl de l'Asie centrale, puisque ça ressemble à un accident environnemental, comme un peu par analogie. C'était en URSS, tout ça par analogie avec l'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. En tout cas, ça a été un des désastres écologiques les plus frappants, parce que la disparition d'une mer, fut-elle un lac, évidemment, ça frappe les esprits. C'était quand même 2 fois la Belgique en superficie, qui est aujourd'hui devenue à 95% un désert. Enfin, ça sera bientôt 95%. Il n'y a que les Kazakhs au nord qui ont réussi à sauver en fermant une baie avec une digue, une toute petite partie qui représente moins de 5% de la surface initiale. Et donc, cette catastrophe écologique, elle est née de la surexploitation agricole. Donc, on parle du blé, du riz, bien sûr, et surtout du coton, de l'or blanc. Vous pouvez nous expliquer, en fait, tous les pays se sont servis, en fait, de ces fleuves en détournant même les cours. Alors, tous ces pays, à l'époque, faisaient partie de ce qu'on appelait l'URSS. C'était plutôt Moscou qui décidait que localement. Moscou attribuait des objectifs de production qu'on appelait des plans quinquennaux. Et on avait notamment assigné à l'Ouzbékistan, mais aussi au Turkménistan, ou voire aussi un petit peu au Tadjikistan, la monoculture pratiquement du coton. Le coton consomme énormément. En plus, on est sur des régions où les sols sont assez salins. Il faut laver les sols, d'abord avec une première inondation, première mise en eau, et puis il y a plusieurs arrosages qu'on appelle des mises en eau dans l'année. Donc tout cela a entraîné le développement de canaux d'irrigation, et on a creusé tellement de canaux qu'au final, on a pris toute l'eau du fleuve. Voilà. Et puis il y a un pays qui s'appelle le Turkménistan, qu'on ne connaît pas bien, qui est une dictature extrêmement fermée, dans laquelle j'ai réussi malgré tout à aller, qui, elle, aujourd'hui, dépend à 95% du fleuve par dérivation. C'est-à-dire qu'on a construit à l'époque, ça a été lancé sous Staline et fini plutôt sous Khrouchtchev et Brejnev, on a lancé le creusement d'un énorme canal qui s'appelle le canal du Karakoum, qui est plus long que le Rhin et qui détourne presque 40% des eaux du fleuve à l'endroit de la tête du canal. Et aujourd'hui, le problème, c'est que si ce canal ferme, le Turkménistan retourne au désert, et si on laisse ce canal ouvert, eh bien, la mer d'Aral ne reçoit pas d'eau. Alors, les routes de la soif, c'est bien sûr votre réflexion et votre regard, vous, sur cette mer d'Aral, mais vous avez aussi rencontré les populations locales, celles qui vivent autour de cette mer, donc ce grand lac, en fait, de la mer d'Aral, aujourd'hui pratiquement asséché. Quelle est leur vision de ce lac, notamment cette génération qui a vu disparaître cette eau? Il y a une génération qui a vu disparaître, mais qui finalement commence à être un petit peu âgée. Les jeunes n'ont jamais vu les eaux de la mer d'Aral. Même dans l'ancien port de Moynak, côté ouzbek, ou d'Aralsk, côté kazakh, les jeunes générations, les écoliers, ne voient la mer d'Aral que dans leur manuel scolaire chapitre Histoire. Parce qu'il faut faire des centaines de kilomètres à travers le désert pour aller voir la dernière nappe d'eau. Quand on rencontre les gens ensuite le long du fleuve, parce que prendre le fleuve comme guide en Asie centrale, c'est extraordinaire, parce que le fleuve étant la condition de la vie, évidemment, c'est un rapport extrêmement intime que les gens entretiennent à l'eau, et les portes s'ouvrent, et beaucoup d'inquiétudes s'expriment, évidemment. Les pêcheurs, les agriculteurs, les planteurs de coton, mais même les villes,
qui sont le long du fleuve, plus ou moins loin du fleuve d'ailleurs, parce qu'un canal d'irrigation, ça peut détourner les eaux à plusieurs centaines de kilomètres du fleuve, mais ces gens n'en sont pas moins dépendants. Alors, avec vous, Julia, on va voir que certaines personnes agissent justement pour ces cours d'eau, notamment en Corse où un fleuve a désormais ce qu'on appelle une personnalité juridique. Oui, il s'agit du fleuve Tavignano. Il est long de 90 km. Il se trouve donc en Corse depuis 4 ans. Ce fleuve dispose de sa propre déclaration des droits. Ça lui donne, je cite, le droit d'exister, de s'écouler, mais aussi le droit de ne pas être pollué. Ce sont des associations en fait qui sont à l'origine de cette déclaration des droits. L'objectif, c'était de protéger ce fleuve face à un projet d'enfouissement de déchets sur ses rives. Alors, pour le moment, cette déclaration a une portée purement symbolique, mais ça a permis quand même d'ouvrir la réflexion. Faut-il reconnaître ou pas les droits de la nature? En fait, c'est une idée qui vient notamment d'Amérique latine. En Équateur, ces droits de la nature sont inscrits dans la Constitution depuis 2008. En ce moment, ce débat agite beaucoup la communauté internationale et de nombreuses initiatives voient le jour. En France, par exemple, après la Corse, des collectifs, des associations veulent reconnaître d'autres cours d'eau, la Loire, le Rhône ou encore la Garonne comme entité vivante. Et puis en Espagne, la Mar Menor, qui est également une mer fermée, est devenue en 2022 la première entité aquatique européenne dotée de droits. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Cédric Gras, ce mouvement qui veut défendre la nature? J'ai évidemment pensé à ça en remontant la Moudaria. Malheureusement, la Moudaria en est très loin. On n'en parle pas du tout en Asie centrale. J'en ai pas entendu mention. Je sais que c'était le cas en Nouvelle-Zélande, que le Gange en Inde fait aussi l'objet est devenu une personne juridique, je crois. Considérer un fleuve comme une entité vivante, ça paraît assez naturel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça donne la vie. En Asie centrale, c'est évident. C'est-à-dire que c'est le désert, s'il n'y a pas d'eau, rien ne pousse. Les gens en sont conscients et ils ont un lien intime au fleuve, ils en vivent, ils le savent, il y a un sentiment écologique qui existe, je l'ai senti en rencontrant les gens, mais ils ne le formulent pas comme ça. Et au niveau politique, je n'ai absolument pas entendu parler de ça. Si on devait rendre à la Moudaria les droits que vous venez d'énoncer, ça veut dire aussi qu'on arrête sans doute l'irrigation, si on lui donne redonne le droit de s'écouler naturellement sans être ponctionné, sans prédation hydrique, ça veut dire qu'on arrête l'agriculture, que le désert retourne au désert, et c'est toute l'aménagement du territoire, l'héritage structurel sur lequel ces pays continuent à vivre, l'héritage soviétique qui est remis en question. Ils continuent à vivre et ils s'entendent même entre eux, les différents peuples et les différents pays. Vous parlez même d'hydrodiplomatie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre de l'eau entre eux, ils arrivent à s'entendre. En tout cas, pas de manière imminente. Moi, j'ai été très agréablement surpris par l'hydrodiplomatie en Asie centrale. Les pays se parlent. Alors, ils faisaient partie de l'URSS, donc ils se connaissent, ils parlent souvent la même langue ou communiquent en russe, qui reste un peu la lingua franca de l'Asie centrale, en tout cas pour les élites. Il y a des réunions, il y a des organes de concertation diplomatique. Là-dessus, ils sont tout à fait encourageants. Il y a quelque chose de très optimiste. Et d'ailleurs, il y a des raisons d'espérer un petit peu en Asie centrale. C'est-à-dire que toute cette infrastructure héritée de l'époque soviétique est très vétuste, énormément de fuites. Il y a parfois des canaux qui mènent nulle part parce que plus personne ne cultive plus rien, des problèmes cadastraux. Il y a des chantiers de rénovation, bien sûr, qui nécessitent un investissement, mais qui pourraient permettre d'économiser énormément. Et ça, c'est une note d'espoir en Asie centrale. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut lire votre livre, Cédric Gras, Les routes de la soif, voyage aux sources de la mer d'Aral, publié chez Stock. Et si on veut vous voir en action, parce qu'on s'étonne toujours des gens qui écrivent, savoir s'ils font vraiment le voyage, et ben on peut regarder sur Arte, bien sûr, aux sources de la mer d'Aral, dans lequel vous remontez les cours d'eau qui alimentent cette mer quasi asséchée. C'est disponible sur arte.tv jusqu'au 21 septembre. Merci beaucoup, Cédric Gras, d'être passé ce soir par 28 minutes. Allez, passons maintenant à notre débat. Parlerons-nous un jour du traité de paix d'Istanbul? Hier, Volodymyr Zelensky a annoncé une reprise des pourparlers avec la Russie après 2 sessions sans résultat au printemps dernier. Au même moment, Moscou continue à bombarder intensément le territoire ukrainien et campe sur ses positions, alors que les Occidentaux accentuent la pression à l'égard de Vladimir Poutine. Alors à quoi sert ce nouveau round de négociations? Zelensky veut-il gagner du temps ou un début de cessez-le-feu peut-il voir le jour? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Il a tenu à faire l'annonce lui-même. Plaidant pour un retour à la table des négociations, Volodymyr Zelensky a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, j'ai discuté avec notre ministre de la Défense de la préparation d'un nouvel échange et d'une nouvelle réunion en Turquie avec la partie russe. Il a indiqué que la réunion aura lieu mercredi. Cette rencontre entre les deux belligérants sera la 3e à se tenir à Istanbul en 2 mois.
Les Russes se disent prêts à entamer un dialogue de leur côté, mais sans s'attendre, je cite, à des avancées miraculeuses. La Russie est prête à agir rapidement. Pour nous, l'essentiel est d'atteindre nos objectifs qui sont clairs, évidents et immuables, mais le processus ne dépend pas uniquement de nous. Qu'il obtienne ou pas un cessez-le-feu, Volodymyr Zelensky marque déjà un point en termes d'image. Avec cette main tendue à la Russie, il tente d'asseoir son image de leader œuvrant pour la paix. Sur le plan national, où il vient d'opérer un vaste remaniement, mais aussi à l'international, dont il veut s'assurer le soutien. Et surtout, le financement de l'effort de guerre, d'autant que l'Ukraine souhaite dynamiser sa propre production d'armes. La semaine dernière, Donald Trump poussait déjà le ton, donnant 50 jours aux Russes pour mettre fin à la guerre, sous peine de sanctions économiques. Hier, c'est Jean-Noël Barrot qui était en déplacement à Kiev, où lui aussi a réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Le paquet de sanctions adopté jeudi dernier par l'Union européenne est de loin le plus sévère de ces 3 dernières années. Il frappera les revenus pétroliers et les services financiers de la Russie et obligera Poutine à modifier ses calculs. Modifier les calculs, on en est loin pour le moment. Ce week-end encore, les Russes ont envoyé plus de 400 drones et plus de 20 missiles sur l'Ukraine, faisant au moins 1 mort et 9 blessés. Alors, Vladimir Poutine est-il prêt à envisager un cessez-le-feu? La proposition de Volodymyr Zelensky est-elle une réelle ouverture diplomatique ou un coup de communication politique pour s'assurer un soutien grandissant de ses alliés occidentaux? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Sylvie Bermann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. Votre livre « L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite » est paru aux éditions Talendier. Alors selon vous, il est toujours utile de se parler, mais il ne sera pas question, dites-vous, d'un cessez-le-feu ni d'un accord de paix à ce stade. Les Russes sont convaincus qu'ils vont gagner cette guerre et la Chine n'a pas la capacité d'influencer Vladimir Poutine. À vos côtés, Jean-Marc Vigilant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes officier général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien directeur de l'école de guerre, fondateur et président de la société Bivigilante. Pour vous, Poutine n'arrêtera pas la guerre tant qu'il n'a pas mal, dites-vous. Nos sanctions économiques et notre soutien militaire sont pour l'instant insuffisants. La posture des Américains est quant à elle purement transactionnelle, dites-vous, et il est utopique de les croire toujours nos alliés. Et puis, Mariana Perebenesiuk, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-ukrainienne. Selon vous, la Russie souhaite la capitulation totale de l'Ukraine depuis 2017 et fin l'envie de négocier pour freiner Donald Trump. Ainsi, l'Ukraine doit s'armer, mais elle a besoin de la coopération des entreprises européennes pour y parvenir. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et l'homme du jour. Oui, cet homme, c'est Valéry Gergiev, chef d'orchestre mondialement reconnu, directeur du prestigieux Bolchoï à Moscou et aussi fervent soutien de Vladimir Poutine, une star de la musique classique qui figurait sur le programme d'un festival qui se tiendra près de Naples, en Italie, jusqu'à hier. Hier, les organisateurs de l'événement ont décidé l'annulation du concert symphonique qu'ils devaient diriger. Une éviction réclamée par la société italienne et saluée par le ministre italien de la Culture. Je le cite, « L'art est libre de peut-être censurer. La propagande, en revanche, c'est autre chose ». Mariana Perebenesiuk, l'Europe soutient aussi l'Ukraine par ce biais. C'est évidemment que l'Ukraine a besoin d'armes, de moyens, on y reviendra plus tard, mais ça peut aussi servir l'Ukraine. En effet, c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien si Gergiev est quasiment un ami de Vladimir Poutine. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de l'art en dehors de la politique, il n'y a pas de sport en dehors de la politique en Russie. Tout comme au temps de l'URSS, tout cela fait partie de la propagande du régime, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'international. Ça fait partie de soft power russe. Et donc, il est important de couper les liens avec les soutiens de Vladimir Poutine et de cette guerre, parce que ça participe à la propagande. Et il y a aussi autre chose. Si on a l'impression qu'il faut absolument que la Russie est éternelle, qu'il faudra absolument négocier avec la Russie, voire donner victoire à la Russie, c'est également grâce à cette propagande, y compris culturelle. Alors même que je voudrais rendre hommage à Vassil Slipa, qui était un chanteur d'opéra d'origine ukrainienne à l'Opéra de Paris, qui était mort
en Ukraine, sur le front, tué par un sniper russe. On parlait de la diplomatie culturelle, mais il y a aussi en politique intérieure, évidemment, ça bouge beaucoup, Sylvie Berman. On a un vaste remaniement du gouvernement, la proposition d'ouvrir ce 3e cycle de discussion. Est-ce que par là, Zelensky cherche à reprendre la main ? Je ne pense pas qu'il ait réellement perdu la main, mais c'est vrai qu'il y a des petites divergences actuellement en Ukraine. Il y a eu ce remaniement, comme vous l'avez évoqué. Et ça, c'est une décision de la Rada de supprimer l'indépendance. La Rada, c'est l'Assemblée nationale en Ukraine, de supprimer l'indépendance des institutions qui luttent contre la corruption. Absolument. Mais je pense que cette proposition de Volodymyr Zelensky s'adresse plutôt à Donald Trump pour montrer que l'Ukraine recherche vraiment la paix et les négociations, y compris avec Vladimir Poutine, même si évidemment à ce stade-là, ça n'aurait aucun sens. Mais donc, il propose cette reprise. Et de toute façon, c'est bien qu'ils se parlent. Il n'y aura pas de résultat, en tout cas, ni sur un cessez-le-feu, ni sur des éléments d'un accord de paix. En revanche, sur les questions humanitaires, c'est tout à fait possible. À la fois l'échange de prisonniers, les corps, et puis aussi peut-être les enfants qui ont été déportés en Russie. Jean-Marc Vigilant, on voit quand même que l'ombre de Donald Trump plane malgré tout sur ces négociations. On ne sait pas ce que ça peut donner, même si ça va aboutir à quelque chose. Parce qu'on le voit dans la nomination, par exemple, de la nouvelle première ministre ukrainienne, Ilyua Syrividenko, qui a été négociatrice de l'accord sur les minerais, donc avec les États-Unis, qui se retrouve aujourd'hui en première ligne. Donc ça, c'est un signe aussi envers les Américains. Sans doute. De toute façon, pour que Poutine soit arrêté, il faut qu'il sente, je disais qu'il est mal, en tout cas qu'il sente une véritable résistance. Et aujourd'hui, les Européens ne sont pas en capacité de créer cette résistance par eux-mêmes, et donc ils ont besoin d'une façon ou d'une autre de garder les Américains à bord. Même si les Américains, leur priorité n'est absolument pas ni le soutien à l'Ukraine, ni le soutien à l'Europe. Les Américains sont tournés vers leur compétiteur stratégique en Asie, qui est la Chine, et ils considèrent que ce qui se passe sur l'Ukrainien est notre problème. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Trump, il n'a pas été élu par les citoyens américains pour défendre les Européens. Ce que nous avons souvent tendance à croire, nous, qui sommes au sein de l'OTAN, cette belle alliance où les Américains assuraient notre protection. Il a été élu pour de la politique intérieure américaine. Ouais. Donc finalement, les signes qui sont donnés par Zelensky peuvent avoir un intérêt, d'autant plus que Donald Trump y a quand même mis sur la table tout ce que demandait Poutine au début de ce conflit, pour qu'il arrête, en lui disant on vous donne les oblasts que vous réclamez, on vous garantit que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, il n'y aura pas de soldats européens déployés, etc. En fait, il a été très vexé parce que finalement, Poutine n'a pas accepté ce deal qui était un deal en or. Il s'est retourné, puisqu'aujourd'hui, il a mis un ultimatum. Exactement, donc il a évolué, et là, il se dit finalement, cette première phase n'a pas fonctionné, et peut-être qu'il va être conduit à adopter une posture plus dure, plus ferme, pour les intérêts des Américains. Donc ce qu'on comprend à travers vos propos, c'est que c'est plutôt un bras de fer entre Trump et Poutine qui devrait peut-être solutionner, résoudre les choses. Je me tourne vers vous, Mariana Perez-Beneziouk. Du coup, ça veut dire que ces pourparlers qui s'organisent demain, ils sont peut-être presque déjà mort-nés. Quand on lit les propos du porte-parole du Kremlin, Peskov, il n'y a bien sûr aucune raison d'espérer des avancées miraculeuses. À quoi ça sert finalement ces pourparlers ? En effet, c'est même pour ça qu'il faut écouter ce que disent les Russes. Et leur position est constante depuis quasiment 10 ans. Ça n'a pas bougé d'un iota, ça n'a pas bougé il y a une semaine, et ça n'a pas bougé hier. Il y a peu ça ne bougera pas demain. Il y a peu de chances que ça bouge. Il y a peu de chances que ça bouge, et c'est là où c'est important de se rappeler que Volodymyr Zelensky était élu sur le programme d'une main tendue, d'une solution diplomatique. Et il y a eu une rencontre à haut niveau entre lui et Vladimir Poutine organisée à Paris. Elle n'a rien donné parce que précisément Vladimir Poutine, il a toujours exigé ce qu'il a exigé. Volodymyr Zelensky n'a pas pu lui donner cela pour une bonne et simple raison, c'est que l'Ukraine est une démocratie et que la nation est contre. Mais par la suite, Volodymyr Zelensky n'a pas cessé d'offrir une solution diplomatique. Mais ce n'est pas pour ça que cela va marcher, parce que pour parler, il faut
Voilà, il faut être deux. En effet, il y a donc la solution diplomatique et puis il y a la solution aussi guerrière. Et on va voir ça avec vous, Julia, puisque dans la guerre contre l'Ukraine, la Russie mène désormais, on le sait, une course au drone. Il suffit de regarder les nouvelles images de propagande diffusées hier par la télévision russe. Elles montrent ce qui est présenté comme la plus grande usine de drones du monde. On peut le voir sur ces images, l'usine de Yelabuga au Tatarstan, à 1000 km à l'est de Moscou. Elle produit des drones suicides, des Geran 2, qui transportent des ogives et volent à 300 km/h. En 2 ans, cette usine a doublé de volume grâce notamment à des adolescents qui viennent des régions voisines et qui travaillent sur ces chaînes de production. Ça montre la cadence de la Russie qui, selon les estimations, pourrait produire plus de 5000 drones longue portée par mois. L'armée russe est même en train de développer un nouveau drone, le Geran 3. Il va encore plus vite que le précédent, jusqu'à 700 km/h, et il est donc beaucoup plus difficile à intercepter. Alors, quel est l'objectif de Moscou dans cette course au drone? Eh bien, vu que les Russes n'avancent quasiment plus sur le terrain, l'idée est maintenant de viser, de harceler en quelque sorte la population ukrainienne. Et pour cela, Moscou pourrait mener une attaque massive de drones, 1000, voire peut-être même 2000 drones utilisés simultanément. C'est ce que pensent les experts et ce serait un véritable record. Jean-Marc, vigilant dans cette guerre des drones, on voit que la Russie a pris le dessus en quelque sorte. Comment l'Ukraine peut-elle se défendre et est-ce que l'aide européenne peut-elle vraiment l'aider, l'Ukraine, dans cette guerre des drones? La Russie n'a pris le dessus. En fait, dans la guerre, il n'y a pas que la quantité est une qualité en soi, mais c'est pas parce que vous avez plus de drones ou plus d'obus que vous allez gagner. Et la preuve en est, les Russes sont 4 fois plus puissants, plus grands, plus forts que les Ukrainiens, et ça fait 3 ans et demi qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs objectifs militaires. Donc, certes, ils vont produire beaucoup plus de drones, mais les Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens ont multiplié par 100 leur capacité à produire des drones. Ils ont, en plus, à mon avis, ils sont beaucoup plus forts que les Russes en termes d'innovation. Dès qu'un drone est mis sur le champ de bataille, l'adversaire trouve un moyen de contrer sa nouvelle spécification. Et donc, les Ukrainiens sont capables de se réinventer. Et surtout, ils ont appris à construire ces drones de façon très délocalisée, pas dans des grosses usines qui pourraient être détruites par un seul coup au but, mais au contraire, chaque famille dans son garage est capable de construire des drones pour aller les donner à l'unité de combat qui est juste derrière, à côté. Oui, mais alors ça justement, c'est un peu d'une manière, on va dire presque un peu utopique, puisque le ministre de la Défense ukrainien a dit lui-même qu'il manquait 5 milliards d'euros pour boucler les dépenses militaires en 2025. Et c'est là, Sylvie Bernal, où on se dit, on parle souvent des Européens qui n'enverraient pas assez d'armes. Est-ce que finalement, ce n'est pas de l'argent qu'il faut envoyer ? Alors, il y a effectivement cette demande qui a été faite à la réunion de coordination militaire de Ramstein, mais il y a également un certain nombre de projets avec des Européens, avec les Américains aussi, de construction d'usines de drones en Ukraine, chacun y gagnant quelque chose, puisque effectivement les Ukrainiens ont cette supériorité en matière de drones, alors que pendant des années, les Occidentaux ont totalement ignoré cette arme. Bon, il y a une montée en puissance pendant cette guerre, c'est évident. La France est elle-même très très en retard dans ce domaine, donc il y a cette possibilité. Là, l'Ukraine fabrique déjà 40% de ses armements, mais elle a besoin davantage, effectivement. Et les annonces européennes, je me tourne vers vous, Mariana Pérez-Beneziuk, les Européens poursuivent leur soutien militaire. Londres et Berlin se sont engagés à fournir 220 000 obus. L'Allemagne va livrer des systèmes patriotes. Est-ce que l'Europe est au rendez-vous aujourd'hui, militairement ? L'Europe a toujours été au rendez-vous, mais est-ce que l'Europe a augmenté ses dépenses et ses capacités ? Suffisamment depuis février 2022. Voilà, c'est ça la question, ça c'est la première question. Mais après, je pense que finalement, on a trouvé la solution optimale, c'est-à-dire la production en Ukraine. Parce que comme plus que d'envoyer des armes, c'est produire en Ukraine. Exactement, parce que comme l'a bien souligné Jean-Marc Vigeland, l'Ukraine est une société industrialisée, on a beaucoup d'ouvriers qualifiés, dans les domaines d'armement et d'aérospatial par ailleurs. On est très fort en logistique, on possède des routes, des chemins de fer. Donc
toutes les conditions sont réunies pour que la production soit efficace en Ukraine. Alors, on va aller du côté de notre placard à archives. On va voir que tout ça, malheureusement, n'est pas nouveau. On va partir en 2014, un mois après l'annexion de la Crimée par la Russie. Les États-Unis décident de sanctions contre Moscou, alors que l'Union européenne signe des accords d'association avec Kiev. 11 ans plus tard, il y a comme de l'écho. Hier, en fin de journée, les Européens se mettent d'accord pour renforcer les sanctions. Désormais, 33 personnalités russes et ukrainiennes sont concernées par un gel des avoirs et une restriction de circulation. C'est essentiel pour nous de parler d'une seule voix. Nous ne devons pas donner à d'autres, y compris la Russie, la possibilité d'utiliser l'arme énergétique comme une arme nucléaire. Barack Obama va plus loin. Il sanctionne des proches de Vladimir Poutine, une banque, et menace de frapper des pans entiers de l'économie russe. Mais rien ne semble devoir intimider le chef du Kremlin. Devant les médias, il opte pour la dérision. Bon, alors il va falloir que j'évite de rencontrer tous ces gens puisqu'ils sont soi-disant compromettants pour le pays. Voilà, donc Jean-Noël Barrot avait annoncé le 18e sanction de paquet européen le plus puissant depuis 2022, Sylvie Bermann, sans précédent même, a dit le ministre des Affaires étrangères. C'est l'éternelle question que je vais vous poser depuis le début de ce conflit. Est-ce que ça peut vraiment contraindre Vladimir Poutine? On voit tout de même que l'économie russe commence à subir véritablement le coût des sanctions, là. Alors, elle commence à en subir le coup, mais tout juste, parce qu'en 2024, la Banque mondiale l'avait classée au 4e rang des économies mondiales en parité de pouvoir d'achat. Donc maintenant, effectivement, il y a des effets qui ne sont pas uniquement liés d'ailleurs aux sanctions, mais la Russie est passée en économie de guerre, donc il y a une surchauffe, il y a un manque de main-d'œuvre, et ça crée un certain nombre de difficultés. Il y a effectivement une inflation. Maintenant, le fait d'en être au 18e paquet de sanctions montre qu'il y a un problème d'efficacité des sanctions. Je comprends qu'on est en train de préparer le 19e. Et souvenez-vous que pour le premier, on avait dit qu'à la bombe atomique, ça serait la suppression de l'accès au système SWIFT financier par les Russes. Et en fait, dès que vous avez un système de sanctions, vous avez un contournement par beaucoup de pays, et en réalité que ce soit l'Inde, la Chine, le Kazakhstan, les pays du Golfe, la Turquie. Et c'est très difficile puisque ce ne sont pas des sanctions internationales. Oui, Jean-Marc Vigilant, ces sanctions économiques ne sont rien à côté de ce que militairement les États-Unis, l'Europe pourraient faire? Je pense que c'est un outil parmi d'autres. En fait, la puissance, elle s'exprime selon 3 canaux. La puissance de coercition, la puissance militaire, mais aussi la puissance économique, la capacité à acheter, et puis finalement le soft power, la puissance culturelle ou la puissance de convaincre. Donc on a besoin des deux. Et on voit bien que les sanctions économiques ont un effet, mais il n'est pas aussi instantané que l'on l'espère, parce que la société russe est bien plus résiliente que nos propres sociétés occidentales, d'une part. Maintenant, pour que Poutine arrête d'avancer vers ses objectifs qui sont finalement la suppression de l'Ukraine comme État indépendant, il faut qu'il rencontre un mur. Et dans ce mur, il doit y avoir une force militaire, qui finalement l'amène à réviser ses objectifs stratégiques. Et pour en venir sur les sanctions économiques, Mariana Perez-Benessiuk, le Royaume-Uni, on l'a appris, vient d'annoncer des nouvelles sanctions contre 135 navires qui sont soupçonnés d'appartenir à cette fameuse flotte fantôme qui achemine du pétrole russe vers des pays comme l'Inde et notamment la Chine. Est-ce que c'est pas ça qui peut être véritablement efficace, s'en prendre au pétrole russe et puis aussi faire pression à la Chine en fait? Alors, en effet, puisque la Russie tire ses profits principalement de la vente d'hydrocarbures, ça serait logique d'entraver au maximum cette vente-là pour que la Russie ait moins de ressources pour financer cet effort de guerre. Et là, encore une fois, comme vient de dire mon collègue, la pression économique, c'est un effort de guerre comme un autre. Et dans cet effort, comme dans la production d'armes et tout, ce n'est pas un effort qui compte, c'est un effort répété qui s'accentue. Parce que, bien entendu, la guerre, c'est quelque chose où les acteurs s'adaptent sans cesse. Et c'est celui qui est le plus inventif qui gagne. Et bien entendu, il est de l'intérêt existentiel de la Russie que de s'adapter et de contourner les sanctions, mais c'est même pour cela que nous devons accentuer cette pression et d'essayer d'adapter également.
On parlait justement de la Chine. Durant la dernière décennie, la Chine elle a renforcé sa coopération économique, politique et militaire avec la Russie, des liens que le président chinois et son gouvernement ne cachent plus. Nous défendrons résolument les intérêts de la Chine, de la Russie et d'un grand nombre de pays en développement. La coopération sino-russe-indienne contribue à maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et le progrès dans la région et dans le monde. Certains membres de l'UE ont exagéré délibérément certains enjeux économiques et commerciaux et ont lancé des accusations infondées contre la Chine sur l'Ukraine, perturbant ainsi les relations sino-européennes. Sylvie Bermann, c'est un véritable climat de défiance qui s'est installé entre la Chine et l'Union européenne. Dans 2 jours, la communauté européenne et donc la Chine vont discuter ensemble. Qu'est-ce qui peut en sortir de ces échanges entre l'Europe et la Chine ? Alors, depuis le début, l'Union européenne a essayé de convaincre la Chine qu'elle devait faire pression sur la Russie. La Chine considère qu'elle n'en a pas les moyens, en plus de ça, peut-être pas la volonté non plus, même si finalement elle n'aime pas trop cette guerre, parce que ça perturbe les circuits économiques, et la seule chose qui intéresse la Russie. Mais il n'y a pas de vassalité, comme on l'entend dire très souvent. Oui, on lui prête trop de... Non, et c'est ce que disent beaucoup d'experts chinois. D'ailleurs, on prête effectivement trop d'influence à Xi Jinping. Pourtant, c'est le premier commercial de la Russie, le premier partenaire commercial de la Russie. Oui, tout à fait. Donc... Oui, mais alors, Poutine ne s'intéresse absolument pas à l'économie. Non, la seule chose qui intéresse, c'est la géopolitique. Et pour lui, la guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre existentielle. Donc personne, à ce stade, ne peut le convaincre. Sinon, éventuellement, Trump, mais ce n'est pas garanti, s'il y a de véritables mesures de rétorsion. Donc les Chinois peuvent dire à Poutine il faut arrêter la guerre, mais bon, il n'y aura pas d'impact et ils ne le feront pas en faisant des pressions ou de véritables menaces. Jean-Marc Vignon, rapidement, on prête à la Chine un rôle éventuellement de médiateur depuis le début de ce conflit, un rôle qu'elle ne va absolument pas endosser. Et pourtant, est-ce que c'est Pékin qui aurait véritablement un vrai rôle de médiateur dans ce conflit? Pékin, il y a un rôle de médiateur, c'est un peu comme les États-Unis, il y a un rôle de médiateur. Ils sont pas neutres, quoi. Ouais. Et donc je pense que les Chinois, ils ont des intérêts convergents avec les Russes. C'est de désorganiser l'Occident, c'est de nous affaiblir. Ils sont notre compétiteur stratégique. Ouais. Maintenant, dans leur relation avec la Russie, c'est une alliance de circonstances. Je pense qu'il n'y a peut-être pas ce rapport de vassalité, mais pour autant, compte tenu de ce que fait Poutine, il affaiblit son pays et il le met dans une position de faiblesse par rapport à la Chine. Et la Chine regarde avec étonnement comment une puissance nucléaire de ce calibre, en fait, se fracasse les dents sur l'Ukraine. Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre ce soir autour de ce sujet. Allez, à suivre dans 28 minutes avec Théophile Cossa et Marjorie Adelson. On va changer de sujet. On va se demander comment prendre des photos du soleil. Et oui, avant de nous pencher sur les cahiers de vacances qui font leur révolution, même si ça reste quand même des devoirs de vacances. Et oui, parole d'écolier traumatisé. Mais avant ça, il est là et bien là. Et une fois qu'il aura parlé, vous vous sentirez bien mieux, plus cultivé. C'est garanti sur facture. Place à Victor de Quiver. Et une nouvelle fois, il le promet, ce soir, vous dînerez moins bête. Pourquoi le verre porte-t-il malheur? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Le 17 février 1673, Molière s'effondre sur scène en jouant Le Malade imaginaire. Quelques heures plus tard, il décède chez lui. La légende raconte qu'il porte un costume vert ce soir-là. Coïncidence? Je ne crois pas. Si depuis cette couleur est bannie des théâtres français, la superstition existait bien avant sa mort. Au XVIe et XVIIe siècle, la teinture verte pose problème. Aucune technique ne permet de la fixer durablement sur les tissus. On en est réduit à peindre les étoffes avec des pigments instables fabriqués à partir d'un mélange toxique de cuivre oxydé, de vinaigre, de citron et parfois même d'urine. Cette peinture textile bave sur la peau des comédiens et peut provoquer des empoisonnements. De quoi associer la couleur à la malchance et à la mort prématurée. Selon l'historien Michel Pastoureau, le vert est ainsi associé à tout ce qui ne dure pas. L'enfance, l'amour, la chance, le hasard, le jeu. Même après l'invention de teintures stables, la superstition persiste, mais pour d'autres raisons. Au XIXe siècle, les théâtres abandonnent les bougies pour des lampes à oxyde de calcium. Cette lumière ne met pas du tout en valeur les comédiens qui portent du vert, les rendant presque invisibles aux yeux du public.
Curieusement, ce qui était un défaut au théâtre devient une qualité au cinéma. Étant la couleur la plus éloignée de la peau humaine, le vert s'impose comme le fond idéal pour les effets spéciaux. Les silhouettes se détourent plus facilement, permettant des incrustations précises. Le 7e art fait du vert son meilleur allié. Mais la superstition ne connaît pas de frontières. En Angleterre, c'est le bleu qui porte malheur. En Italie, le violet. Et en Espagne, on craint le jaune, la couleur de l'intérieur de la cape du torero, visible uniquement lorsqu'il a été encorné. Aujourd'hui, le vert a changé de symbolique, devenant la couleur de la nature, de la santé et de l'écologie. Du poison mortel à l'impossible mission de sauver la planète, la couleur a fait du chemin. Voilà, vous dînerez moins bête. Et oui, on dînera moins bête, et je crois qu'autour de ce plateau, personne n'a dû... Ah bah si, vous, Marjorie, vous avez un peu de verre. Ah oui. Vous savez qu'il ne faut pas emporter, hein, attention. Voilà, Marjorie Adelson et Théophile Cossa, bien sûr, on les retrouve en cette fin d'émission. On commence avec vous. Théophile, vous nous emmenez carrément dans l'espace ce soir. Au cœur de notre système solaire, il y a une sonde de la NASA qui vient de dévoiler des images inédites du Soleil. Jamais on n'avait photographié d'aussi près. Alors Théophile, prendre des photos du Soleil, comment ça marche? Un peu plus près des étoiles, enfin surtout de la nôtre, grâce à cette sonde que vous allez voir à l'écran, que vous voyez à l'écran. Elle s'appelle Parker. Elle a été envoyée par la NASA en 2018. Objectif, en apprendre plus sur notre Soleil et percer les mystères des tempêtes solaires. Parker est donc parti avec sa petite caméra pour prendre des clichés au plus près. Alors, est-ce que vous savez à quelle distance elle a pu s'approcher du Soleil? Je sais pas, 100 mètres par là. 6 millions de kilomètres. Bon, alors, 100 mètres. Pour rappel, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc, pour vous faire une idée, hein, imaginons qu'il y a 1 mètre entre la Terre et le Soleil. Parker, elle s'est approchée à ça. 4 cm. Donc bon, c'est quand même pas mal. Et c'est compliqué de faire mieux, hein, parce que vous vous en doutez, il fait très chaud là-bas. Parker a dû affronter des températures extrêmes de 1400 degrés et des radiations très fortes. Pour encaisser le choc, elle était équipée d'un bouclier de 12 cm d'épaisseur fait en carbone. Et elle ne s'est pas éternisée sur place. Elle a fait 3 passages. Un en décembre, un en mars, un en juin. À chaque fois, le plus vite possible. Vous savez à combien de kilomètres-heure? 700 000 km/h, en gros, pour faire New York à Tokyo en 1 minute. Mais mission réussie, la NASA vient de dévoiler les premières images. Bon, alors à quoi elles ressemblent, Théophile, ces images? Voilà, on va les voir. Ce sont des éjections de masse coronale que vous voyez, des immenses gerbes de particules qui proviennent du Soleil et qui se propagent dans le système solaire. Elles influent directement sur ce qu'on appelle le vent solaire. C'est la première fois qu'on les filme en HD. Ça va nous permettre de mieux les comprendre. Et c'est pas anodin, parce que ces éjections, elles peuvent avoir des impacts sur la Terre. Ce sont grâce à elles notamment qu'on voit des aurores boréales. Et elles peuvent aussi générer des tempêtes solaires, des phénomènes de météo spatiale pendant lesquels, en gros, le vent solaire souffle très fort. Ça peut endommager des satellites, et on en a de plus en plus en orbite. Ça peut exposer nos astronautes à des radiations très dangereuses. Et ça peut aussi surcharger les réseaux électriques. C'est ce qui s'était passé en 1989 au Québec. Il y avait une très grande panne d'électricité à cause d'une tempête solaire. Ces images vont nous aider à améliorer considérablement nos prévisions météorologiques spatiales et mieux anticiper les tempêtes. Merci Parker, donc, qui n'est pas encore à la retraite. Il lui reste quelques années à vivre. Et lorsqu'elle aura plus de jus, elle se désintégrera lentement, emportée par le vent solaire et les poussières d'étoiles. Merci Parker, et merci à vous, Théophile. Allez, Marjorie, avec vous, on va être studieux ce soir, pour une fois. Chaque année, ils reviennent. Je ne peux pas me réjouir. Non, quand je dis ça, ce sont les cahiers de vacances. Oui, chaque été, plus de 4 millions d'exemplaires sont vendus. Ces derniers jours, ils se sont même offerts un petit coup de projecteur inattendu. Regardez cette photo. On y voit quoi? 2 enfants à l'arrière d'une voiture, sans doute sur le chemin des vacances. Le plus grand paraît plongé justement dans un fameux cahier de vacances. Tout ça paraît parfaitement banal, sauf que cette photo, elle a été postée sur le compte Instagram de la chanteuse Rihanna. Ah oui. Et oui, parce qu'en fait, ce sont ces enfants qui visiblement comprennent le français. Et cette légende accompagnait la photo. Ils n'en ont rien à faire de moi pendant ce road trip. Alors, c'est un double coup de pub pour la France comme destination estivale, mais aussi pour les cahiers de vacances. Il faut dire qu'en France, c'est une tradition. Et maintenant, dorénavant, même un rempart contre les écrans. Alors, on a tous des souvenirs, plus ou moins joyeux, Mathieu. Bien sûr, très, très heureux. Des cahiers de vacances. Bonheur. Pour certains, c'était le moment de briller face à ses cousins. Voilà, Valérie. Exactement, moi aussi. Arrêtez, bien sûr. arrêtez. Pour d'autres, c'était un moment redouté, celui de sortir de la mer pour revenir à la réalité. N'est-ce pas, Jean-Mathieu? Bien sûr.
Je sens le traumatisme. Alors, le premier cahier de vacances, on le doit à Robert Magnard, des éditions qui portent le même nom. C'était en 1933. Vous le voyez, ça donne pas trop envie de l'ouvrir. C'est vrai que c'est plutôt austère. Mais depuis, les couleurs sont arrivées et surtout, chaque édition, ou presque, a créé sa propre version. Objectif, s'en sortir dans cette compétition. Alors, notamment, pour attirer les élèves du primaire qui représentent 40% des acheteurs des cahiers pour enfants. Chaque édition essaye donc de les attirer en fait, avec des cahiers qui sont moins scolaires et parfois même thématisés. On peut trouver, par exemple, le cahier de vacances spécial foot, zoo ou encore polar. Ça, c'est pour les futurs détectives. On trouve aussi de plus en plus de cahiers qui ont carrément créé des partenariats avec les licences. Par exemple, Pokémon, Fort Boyard ou encore l'incontournable Pat' Patrouille. Je l'ai celui-là. Alors maintenant, Marjorie, les adultes s'y mettent aussi. Oui, parce que la croissance, elle est fulgurante. Il faut savoir qu'en 2024, il y a 1 demi-million de cahiers de vacances pour les adultes qui ont été vendus. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ce chiffre a doublé. C'est une tendance qui surfe notamment, vous savez, sur cette fameuse nostalgie du business. Ça marche beaucoup en ce moment. Et aussi la volonté pour les parents et les grands-parents d'accompagner leurs petits-enfants dans cette activité. Et là encore, il y en a pour tous les goûts. Il existe par exemple le cahier pour les fans du Tour de France. Voilà, c'est sympa. Plus surprenant, le cahier de vacances apéro. Une bonne réponse, un verre. Attention, tout à fait. Cependant, à l'abus d'alcool. Alors, pour les gens plus sérieux, on peut trouver aussi un cahier de vacances sur l'éducation financière. Faites bronzer nos finances, nous promettons. Bref, le cahier de vacances est toujours à la plage et surtout à la page. Merci Marjorie. Promis, pour l'année prochaine, on réfléchit un cahier de vacances 28 minutes. Voilà, je le soumets l'idée à la production. Merci à vous, merci mes amis. À suivre sur Arte, soirée doc avec le Pakistan, une puissance nucléaire sous pression, ou comment les tensions avec l'Inde, la montée des islamistes et la précarité de la jeunesse font trembler ce pays aux 200 millions d'habitants. Savoir bien sûr, sans faute. Nous on se retrouve demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.